Retour sur ce plateau avec Maître Ousmane Seye. Oui, oui, le parrainage. Le parrainage. Vous savez, je disais que le parrainage, c'est une modalité de rationaliser et des partis politiques et les candidatures. Et ça règle au moins 3 problèmes. Il existe déjà dans le code électoral un système de parrainage pour les candidatures indépendantes. Pour être candidat indépendant aux différentes élections, il faut être parrainé par un certain nombre d'électeurs dans un certain nombre de régions. C'est clair. Alors, ce qui se passe souvent à l'approche des élections, il y a des candidats indépendants qui vont emprunter le récépissé d'un parti, ou bien même acheter carrément le récépissé d'un parti pour se présenter à l'élection. C'est une manière de contourner la loi et c'est pas bon. Le deuxième aspect, c'est une forme de légitimation des partis politiques. Vous savez, pour créer un parti politique, il faut être 2. Vous pouvez être 2 et créer un parti politique. Vous présentez à toutes les élections. Est-ce que le candidat indépendant peut être plus légitime que le parti politique? Ce n'est pas possible. Donc on a dit qu'il faut soumettre quand même la création d'un parti politique à un certain nombre de critères, et un candidat qui est investi par un parti politique pour se présenter à l'élection présidentielle, il faut au moins qu'il soit parrainé par un certain nombre d'électeurs dans un certain nombre de régions. Combien? On est d'accord? Non, non, on est d'accord sur le... C'est ça le principe. Maintenant, on parle de 70 000 électeurs. Non, non, attends. La discussion maintenant, c'était... Nous avons donné le pouvoir à la majorité présidentielle, à donner sa solution en disant il faut être parrainé par au moins 0,75 des électeurs. Nous attendions à ce que l'opposition fasse quand même une proposition, que la société, les non-alignés fassent une proposition et que le président de la République tranche. Parce qu'on n'a pas dit qu'il faut qu'on soit d'accord sur tout, qu'il faut qu'il y ait une unanimité. Nous dit qu'il faut échanger. Il y a un problème qui est là, il y a un principe. Je crois que tout le monde est d'accord qu'il faut rationaliser. D'après ce qu'on a vu pendant les élections. Mais personne de l'opposition n'est d'accord du système de parrainage. Mais écoutez, quand on dit, c'est pas important, mais s'ils ne sont pas d'accord sur le système de parrainage, ils nous donnent quand même une solution alternative pour régler la floraison des candidatures indépendantes et des partis politiques. Et vous savez bien, il y a eu des élections présidentielles qui se sont passées, et après les élections, il y a des candidats qui étaient poursuivis par la justice. Certains ont émis des chèques sans provision, d'autres ont fait de l'escroquerie et tout. Il ne faut pas banaliser l'élection présidentielle. L'élection présidentielle est une élection importante. Et quelqu'un qui veut être président de la République, qui va vers le suffrage universel, il ne doit pas avoir peur d'être parrainé par un certain nombre d'électeurs pour avoir la légitimité de dire que je peux être candidat. Ça se passe en France, ça se passe en Allemagne, ça se passe aux États-Unis. Mais pourquoi le refuser dans un pays démocratique comme le Sénégal? C'est une prélégitimation d'une candidature. Prélégitimation. Mais bien sûr. Oui. Mais n'importe qui ne peut pas venir un jour parce qu'il a payé sa caution, il a de l'argent, encore qu'on ne sait pas l'origine de son argent, pour dire je vais me présenter pour être président de la République. Sachant parfaitement il ne sera pas élu, mais le seul fait d'être il est un ancien candidat à l'élection présidentielle, ça le justifie. Non, être président de la République, être candidat, ça ne doit pas être quelque chose de banal. Et je ne vois pas pourquoi les gens refusent le principe du parrainage. Parce que le principe du parrainage, c'est celui qui dit que je suis candidat. Mais l'État dépense des milliards pour lui confectionner des bulletins de vote, pour faire la campagne et tout ça. Il a des minutes à la télévision sénégalaise et tout ça. C'est des dépenses publiques que l'État fait. Il ne rembourse absolument rien. La caution ne suffit pas. Il faut donc un autre système qui est le système de parrainage, qui est une sorte de filtre démocratique, légitime, pour vous permettre de dire je peux être candidat à l'élection présidentielle. Un filtre démocratique. Les mots ne sont pas contradictoires. C'est un filtre démocratique. Filtre démocratique. La démocratie, c'est un filtre. Hein. Ok, un filtre démocratique. Absolument, oui. La démocratie. C'est charmant comme terme. Absolument, c'est un filtre démocratique. Ok, mais aujourd'hui, il y a des hommes politiques connus, reconnus. Si par exemple, vous leur exigez un parrainage, un certain nombre de Sénégalais qui figurent, dont les noms figurent sur les listes électorales,
et que leur candidature soit rejetée aujourd'hui, ça donnerait quoi? Mais écoutez, leur candidature rejetée, il ne faut pas préjuger. Quand Il ne faut pas préjuger, il faut croiser les bras. Mais qu'est-ce qu'il y a? Les conditions pour être candidat sont déterminées par la loi, par la Constitution. Par la loi, par le régime. Oui, non. C'est pas le régime qui fait la loi. C'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Ce nouveau système de parrainage, c'est le régime, hein? Ah non, c'est une proposition. Mais cette proposition, pour qu'elle soit loi, il faut qu'elle soit votée, adoptée par l'Assemblée nationale, qui représente le peuple sénégalais. C'est ça le système. Bon. Maintenant, dire oui, le parrainage, c'est... Il faut que les gens aient une confiance mutuelle. Il faut qu'il y ait une confiance entre les acteurs politiques. Il y a un problème qui se pose, on cherche une solution. On appelle les acteurs politiques à discuter ensemble pour trouver la solution. Mais avant même de venir à la table de négociation, on dit non, 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 c'est un piège, c'est pour éliminer telle personne, c'est pour éliminer d'autres personnes. Je crois que ce n'est pas un raisonnement sérieux. Il faut venir, discuter, faire des propositions, et le président de la République qui est élu, et qui doit diriger ce pays, mais il a sa vision, il va trancher, suivant les propositions qui lui ont été faites. La seule candidature qui a toutes les chances de passer, c'est celle du président sortant, Macky Sall. Pourquoi? La candidature. Oui. Pourquoi? Vous nous dites qu'il y a une sélection, le terme encore une fois. Il n'y a pas de sélection, il y a des conditions prévues par la loi pour être candidat. Non, ça c'est connu, mais il y a de nouvelles modalités, il y a de nouvelles conditions quand même. Pour le moment, il n'y en a pas. Non. Sauf, vous pouvez... Sauf si maintenant, le c'est possible que vous renoncez... Oui. Ah non. Adopté par qui? Mais par l'Assemblée nationale. Votre Assemblée nationale? Non, c'est l'Assemblée nationale du peuple sénégalais. Il faut qu'on respecte quand même nos institutions. Il y a des élections qui ont été faites au niveau national. Les gens ont voté et ont élu des députés. Il se trouve que... C'est à l'Assemblée nationale de valider le système de parrainage proposé par votre régime. Non, ce n'est pas notre régime. Vous en faites partie. Tous les Sénégalais sont dirigés par le pouvoir. Donc, disons-le autrement. C'est ça le respect. C'est à l'Assemblée nationale. La démocratie commence par le respect des institutions qui sont là. Il y a des députés qui ont été élus. Il y a des élections qui se sont passées. N'est-ce pas? C'est le peuple qui a choisi. C'est le peuple qui a voulu que Benno Bokk Yakaar soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Et que répondez-vous à ceux qui disent que l'objectif, c'est de faire passer le président sortant dès le premier tour? Macky Sall, pour qu'il puisse passer dès le premier tour, il lui faut le moins de candidats possible en face. Mais ça, c'est dans leur imagination et ce n'est pas sérieux. Il n'y a aucun fondement à cette assertion, à cette affirmation. Macky Sall est soumis aux mêmes conditions que les autres candidats. Non, du tout. Pourquoi? Il est soumis au système de parrainage. Il faut qu'il ait plus de 35 ans. Il faut qu'il soit exclusivement de nationalité sénégalaise. S'il y a un parrainage, il sera parrainé par le nombre d'électeurs requis pour qu'il soit candidat, comme les autres. Il est soumis aux mêmes conditions. Ce n'est pas sérieux de dire oui, on le fait parce que pour permettre à Macky Sall. Macky Sall va satisfaire aux mêmes conditions pour que sa candidature soit déclarée valable. Si l'opposition continue à dire niet à ce parrainage. Ah bon, c'est l'opposition qui dirige ce pays. On a appelé l'opposition à une concertation. L'opposition a le droit de venir ou de ne pas venir. Mais ce n'est pas parce que l'opposition n'est pas là que le président qui a la charge de diriger ce pays, de faire fonctionner les institutions, ne prenne pas ses responsabilités. Okay. Il y a quand même la jurisprudence Youssou Ndour. Sa candidature était rejetée en 2012. Oui. Oui, pour des histoires de parrainage. C'était ça, non? Non, 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 non. Vous savez, j'ai entendu un homme politique dire, oui, le parrainage, c'est... On peut même faire des signatures falsifiées. Ce n'est pas les signatures qui sont importantes. C'est le nombre d'électeurs et la qualité d'électeurs. Quand on vous dit vous devez être parrainé par tant d'électeurs dans une région, vous mettez sur votre liste des personnes qui en réalité ne sont pas des électeurs. Parce que les électeurs doivent faire figurer sur les listes leurs cartes d'électeurs. Si on vérifie à la DAF et que ces électeurs-là ont donné un faux numéro, ne sont pas des électeurs, mais on vous disqualifie. Ce n'est pas la signature qui est importante. C'est l'électeur, le numéro de sa carte d'électeur, sa qualité d'électeur, qui est prouvée par son numéro d'électeur, qui peut être contrôlé par la DAF.
Reconnaissez que quand même, ça fait Mais trop ça de se passe conditions. en France? Non, arrêtez avec la France. En France, c'est encore plus dur parce que ce ne sont pas des électeurs qui vous parrainent, c'est des élus. C'est des maires qui vous éluent, Oui, qui vous parrainent. le jeu est transparent du côté de la France. Et ici, c'est pas transparent. Non, vous nous Ici, dites on a un fichier électoral transparent, des électeurs qui sont inscrits dans un fichier qu'on peut contrôler à tout moment. On vous dit qu'il faut... Et il faut 70 000 Sénégalais dont les noms... Pour être élu président de la République, il faut combien d'électeurs? Il faut combien d'électeurs qui votent pour vous? Ok. Il faut au minimum 2 à 3 millions d'électeurs. D'accord, le parrainage... Et si vous voulez être président, vous devez être élu par au moins 2 millions, 3 millions. On vous dit, il vous faut pour être candidat 500 000 ou 700 000 électeurs pour parrainer votre candidature. Vous dites donc, c'est que vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas être président de la République. Vous n'avez pas la légitimité pour être président de la République. Ça s'entend. Voilà. Et sur le plan judiciaire, il y en a, il y a les mêmes griefs. Hein. C'est-à-dire? Il y a le cas Khalifa Sall. Il s'est prononcé. Khalifa Sall. Oui. Il s'est prononcé pour dire que s'il avait accepté l'offre politique que lui a proposé Macky Sall et son régime, il n'en serait pas à ce niveau. Cette déclaration ne concerne que Khalifa Sall, qui en assume l'entière responsabilité. Moi, je n'ai rien à dire sur cette déclaration. Il a le droit de se défendre comme il veut. Vous savez, quand on est attrait devant le tribunal, quand on est poursuivi, vous avez tous les droits pour vous défendre. Et il est en train d'exercer ses droits en tant que droit de la Il est également en train de gagner la bataille de l'opinion. C'est-à-dire faire comprendre aux Sénégalais et aux Africains qu'il s'agit d'un procès politique. Un procès se gagne devant le tribunal. La bataille de l'opinion importe également dans ce procès. Vous savez, quand le tribunal, il est saisi de faits précis. Il juge des faits. Et il se cantonne à ces faits. Seydou Gueye, le porte-parole du gouvernement, a tenu des propos à peine voilés sur le plateau d'Al Jazeera cette semaine pour affirmer que voilà, Khalifa Sall, il faut l'écarter de la course à la présidentielle. Ah bon, ça, il apporte, si ce qu'il a dit, il apporte l'entière responsabilité. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur ça. Seydou Gueye, c'est pas moi. Hein. Il faut poser la question à M. Seydou Gueye, pourquoi il l'a dit. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas entendu dire ça. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous avez dit actuellement, si c'est Seydou Gueye qui l'a dit, donc je ne peux pas... Oui, vous persistez à dire que sur le plan pénal au Sénégal, les délits qu'on accuse... Il n'y a pas de délit politique au Sénégal. Ça, je le dis, je le confirme et je l'assume. Non, il n'y a pas de délit politique. Il n'y a que des délits de droit commun. Qui peuvent servir de prétexte, hein? Non, il n'y a pas de prétexte devant le juge. Vous savez, en matière pénale, le juge pénal, sa référence, c'est le code pénal et la procédure pénale. On ne peut pas vous poursuivre pour des faits qui ne sont pas prévus antérieurement par le code pénal. On ne peut pas vous condamner sans indiquer sur quelle base du code pénal ou du code de procédure pénale vous avez été condamné. Le juge est obligé de motiver. Et quand vous êtes devant le juge, devant le tribunal en matière pénale, vous soulevez beaucoup de problèmes pour votre défense. Le juge est tenu de répondre à tous les problèmes que vous avez soulevés par une motivation précise fondée sur le droit pénal. Vous qui êtes avocat, comment pouvez-vous nous expliquer la liberté provisoire pour certains incriminés dans cette affaire et qui viennent témoigner à charge contre Khalifa Sall? Non, moi je ne peux pas vraiment, je suis un avocat. L'affaire de Khalifa Sall est actuellement pendante devant la justice, devant le tribunal. Je ne peux pas entrer dans le fond de ce débat. Ça, c'est pas le fond, c'est connu. Je sais simplement que la liberté provisoire est soumise à des conditions suivant les délits pour lesquels tu es poursuivi. Vous pouvez tuer quelqu'un et avant d'être jugé, vous obtenez la liberté provisoire. Le juge se fonde sur votre garantie de représentation devant la justice. Et si vous ne fuyez pas, si vous donnez assez de garanties pour être à la disposition de la justice à tout moment. C'est simplement ça. Hein. Si le juge dit, bon, écoute,
on sait où vous habitez, on sait que vous n'allez pas quitter le Sénégal. Il vous met sous contrôle judiciaire en vous disant chaque semaine vous venez signer pour dire que vous êtes là, etc. et vous vous libérez. Vous avez tué quelqu'un, même si vous avez tué quelqu'un. Par contre, si vous êtes poursuivi pour détournement de deniers publics, vous avez beau avoir les garanties nécessaires de représentation, la loi ne dit pas ça comme condition pour avoir la liberté provisoire. La loi dit, si on vous poursuit pour détournement de deniers publics d'un certain montant, il faut cautionner ou garantir l'intégralité de son montant pour avoir la liberté provisoire. Sinon, vous ne pouvez pas avoir la liberté provisoire. Ce que Khalifa Sall a tenté de faire avec ses avocats. Je ne sais pas. Moi, je dis ce que dit la loi. C'est-à-dire, sauf si vous êtes malade et que cette maladie est constatée par un expert médical qui dit que votre maladie est incompatible. Mais une nouveauté avec le dossier Khalifa Sall, cette caution, nous apprenons comme ça que ça doit être en espèces. C'est la loi qui le dit, c'est l'article 132 du Code pénal qui dit que bon, il faut cautionner en espèces. En espèces. C'est la loi qui le dit. Là aussi. Oui. C'est la loi qui le dit. C'est pas une nouveauté. Ah, c'est pas une nouveauté. Moi-même, en tant qu'avocat, j'ai cautionné à plusieurs reprises des biens immobiliers, le même juge d'instruction a rejeté. La loi dit qu'il faut cautionner des espèces. Bon. Oui, mais les stars de ce procès restent les avocats, avec le différend, avec le procureur dans la salle. C'est normal. L'exclusion de votre collègue El Hadji Diouf. Non, El Hadji n'a pas été exclu. Non, il a été déconstitué. La différence, c'est quoi? Mais le juge n'a pas le pouvoir comme ça d'exclure un avocat, sauf dans certaines conditions. Le cas de l'avocat dont vous citez, il était député. Député et avocat. La loi dit que quand vous êtes député et avocat, vous n'avez pas le droit de plaider contre les intérêts de l'État du Sénégal. Et même quand vous cessez votre mandat, 3 ans après, vous n'avez pas le droit de défendre des intérêts contre les intérêts de l'État du Sénégal. Et s'il se constitue partie civile? Et c'est là, partie civile ou prévenu. Si le juge estime qu'en se constituant partie civile, vous défendez contre les États du Sénégal, c'est la même chose. Et le juge n'a même pas le droit de vous déconstituer, c'est le bâtonnier, c'est le conseil de l'ordre, parce que c'est un problème de déontologie. Oui, mais les avocats, est-ce qu'ils ne risquent pas de récuser le juge Lamotte? Il y a trop de friction entre les avocats, surtout de la défense, et le juge Lamotte. En tout cas, vous savez, la récusation, c'est une procédure prévue par la loi, qui est un couteau à double tranchant. Comment ça? Bon, c'est une procédure un peu complexe, qui doit être fondée sur des faits précis, sérieux, et au bout du compte, si on rejette la procédure de récusation, vous êtes condamné à des dommages intérêts très importants. Parce que ces avocats trouvent le juge trop autoritaire. Un juge doit être autoritaire. Vous croyez qu'un juge il doit être là, à l'audience Ils exigent un peu plus de respect de sa part. Et bien sûr, pourquoi pas. On doit respecter les avocats, prêtent serment pour respecter les institutions. Et le juge, il peut faire ce qu'il veut. Non, 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 non. La Cour, les cours et tribunaux constituent une institution de la République du Sénégal. Quand un avocat prête serment pour exercer sa profession, il dit « je prête serment, entre autres, pour respecter les institutions ». Un avocat peut tout dire devant le tribunal, mais avec respect. Avec respect. Parce qu'il a prêté serment pour respecter. Oui, les avocats, d'accord. Peut-être que vous avez un séminaire dans les prochains jours, les avocats du Sénégal. C'est l'Assemblée générale. L'Assemblée générale. Vous allez en profiter pour laver ce linge. Quel linge? Il y a beaucoup d'écart quand même de la part des avocats, beaucoup de... Non, les avocats n'attendent pas une assemblée beaucoup de risques pour régler leurs problèmes. Nous avons un conseil de l'ordre, nous avons un bâtonnier qui est là. Tout va bien dans la famille judiciaire. Tant que le bâtonnier ne réagit pas, le conseil de l'ordre ne réagit pas, nous estimons que tout va bien. Mais s'il y a un incident qui met en cause la déontologie de la profession d'avocat ou autre, nécessairement le bâtonnier et le conseil de l'ordre vont réagir. Il y en a qui disent que les avocats de Khalifa Sall ne sont pas bons. Ils ne se sont pas montrés efficaces. Moi, je respecte tous les avocats et je crois que tous les avocats sont bons. Ça dépend des Dites-nous qu'ils sont bons.
tous les avocats sont bons, ça dépend. Dites-nous que les avocats de Khalifa Sall sont pas sont pareils. bons. Vous savez... vous ne voulez pas le dire? Vous savez, non. Les avocats, ils ont des manières... Les avocats n'ont pas tous la manière de défendre. Et c'est là leur différence. Devant un dossier, il y a une attitude, un comportement. Il faut savoir par quel bout prendre ce dossier. Le juge aussi, il a sa manière de voir. Il doit savoir par quel bout il doit prendre ce dossier pour pouvoir le juger. Parce que ce qui intéresse le juge et ce qui doit intéresser l'avocat d'ailleurs, c'est la recherche de la manifestation de la vérité dans un dossier. Mais tous les avocats n'ont pas la même compréhension de leur déontologie, la même compréhension de la profession d'avocat, de ce que c'est qu'un avocat, la même compréhension du rôle d'un avocat dans un procès. Et le procès pénal est un procès un peu particulier, un peu spécifique. Il y a des avocats qui ont naturellement des dispositions en matière pénale, qui sont à l'aise parce que ils ont l'expression facile, ils comprennent très vite, ils ont une culture générale, ils maîtrisent le droit pénal et la procédure pénale, et ils sont respectés par le tribunal et par les juges. C'est le cas ici? Je ne sais pas, mais c'est à l'opinion de voir. À leur place, vous diriez que c'est un procès politique, pas? Non, je vous ai dit, il n'y a pas de procès politique. Un avocat ne doit même pas... Eux, ils l'ont dit, non, un avocat, en tant qu'avocat. Moi, devant un procès politique, si je sais c'est évidemment politique, je laisse les militants politiques régler le problème. Parce que je crois qu'ils sont plus qualifiés que moi pour régler des problèmes politiques. Oui. Un avocat, il doit être professionnel, il doit s'appuyer sur les faits, s'appuyer sur le code pénal, en matière pénale, sur le code de procédure pénale, faire ses investigations, démonter quand même l'accusation. C'est le procureur qui poursuit. Hein. Il poursuit sur la base de pièces. Il poursuit sur la base de faits. Le rôle de l'avocat, c'est d'essayer de démontrer que les faits pour lesquels son client est poursuivi, ce sont des faits qui ne tiennent pas juridiquement. Je ne dis pas politiquement, mais juridiquement. Et dans ce procès... Et ça, c'est le rôle de l'avocat. C'est le rôle de l'avocat. Ouais. Mais là, il faut faire des recherches, il faut se fonder sur le droit, il faut se fonder sur la jurisprudence, il faut convaincre le juge. Et le juge n'est pas convaincu par des arguments politiques parce qu'il n'en connaît pas. Le juge ne peut être convaincu que par des arguments juridiques. C'est sa formation. Le juge, il a une formation. Comme vous, journaliste, vous avez votre formation de journaliste. Devant quelqu'un que vous êtes en train de m'interviewer comme ça, là. Mais vous avez votre méthode pour me faire parler. Le juge, il est formé. Le juge, pour parler de il ne connaît que le droit. Le droit, c'est sa science. Il est là. Par rapport aux exceptions de nullité, le juge a accéléré les choses. Mais les avocats de Khalifa Sall promettent quand même de faire face quand le moment sera venu d'entendre les témoins. Ils ont le droit. Mais vous savez... Ils ont près de 500 témoins. Hein. Non, écoutez, mais là et aussi, déjà, le juge parle d'une vingtaine de témoins. Oui, parce que le juge, il est bu par la manifestation de la vérité. Même si vous lui présentez des témoins, il va voir si est-ce que ces témoins peuvent lui apporter quelque chose pour la manifestation de la vérité ou non. Parce que le juge tous les Sénégalais, tous les Dakarois qui ont bénéficié de cette caisse d'avance sont de potentiels témoins, non? Pourquoi? Pourquoi? Ils peuvent dire que nous avons bénéficié... Est-ce que ça, c'est le débat? J'ai bénéficié ou j'ai pas bénéficié? Donc, le juge va statuer sur le nombre de témoins. Je ne sais pas, je ne suis pas le juge. Eux, ils ont près de 500 témoins. Je ne sais pas. On leur parle de 20 témoins. Je dis ce que la loi dit. Si vous avez 500 témoins, si le juge estime que ces 500 témoins ne vont apporter rien de nouveau au procès, mais il a le droit de dire, moi, parmi les témoins que vous me présentez, parce que lui, il faut lui dire pourquoi vous voulez que telle personne témoigne. Ils sont forts, hein, ces juges. Attends, non, c'est la loi qui dit. Vous lui dites, je vais faire témoigner Pape Cheikh Sylla, parce que ceci, cela. Et à partir de là, le juge apprécie si Cheikh Sylla peut lui apporter quelque chose pour la manifestation de la vérité ou non. S'il estime que tu peux lui apporter quelque chose, il dit, sur quelle base? Il va mener sa propre enquête. Oui, mais bien sûr, mais tu sais, le juge, c'est un professionnel. Il est formé pour ça. Il sait.
quand lui présenter un témoin, est-ce que ce témoin peut apporter quelque chose au débat ou non? Vous le comprenez quand El Hadji Diouf dit que beaucoup de juges et de magistrats iront en enfer? Je ne peux pas, non, je ne réponds pas à ces questions-là. Il a tenu ses propos. Oh, c'est son droit. Je n'ai pas de commentaires à faire sur Ok, le temps est épuisé. Caisse d'avance, c'est le mot magique de ce début d'année. Rapidement, la caisse d'avance, votre compréhension? Ce n'est pas ma compréhension, c'est la compréhension du cadre légal de la caisse d'avance. La caisse d'avance est régie par des textes. Et le premier texte sur la caisse d'avance, c'est une directive présidentielle de 2000, du 5 août 2000, je crois. Quand le président Abdoulaye Wade a été élu, le 19 mars 2000, 5 mois après, il a pris une directive présidentielle, le 5 août 2000, pour dire il y a des caisses d'avance dans certaines municipalités, dans des préfectures, dans des gouvernances. Ces fonds-là sont utilisés à des fins personnelles ou à des fins politiques. Il faut que ça s'arrête. C'est pourquoi quand on fait l'historique d'ailleurs de la caisse d'avance, on dit qu'à un certain moment donné, on pourrait considérer la caisse d'avance comme des fonds politiques qui étaient sous le contrôle même de l'autorité politique qui était le ministre chargé de la décentralisation. M. Abdoulaye Wade dit qu'il faut mettre fin à ça. La caisse d'avance est alimentée par des fonds publics. Il faut que la caisse d'avance serve à des menues dépenses ou bien à des dépenses exceptionnelles et urgentes et que le système dérogatoire dont bénéficie de la caisse d'avance, c'est-à-dire que c'est une caisse qu'on utilise, des dépenses qui ont été faites mais qui sont justifiées a posteriori, il faut aussi que la caisse d'avance soit contrôlée par tous les corps de l'État. L'article 15 du décret de 2003 qui régit la caisse d'avance, dit que son article 15 dit que celui qui bénéficie de la caisse d'avance peut être contrôlé par l'inspection générale d'État, la Cour des comptes et tous les corps de contrôle de l'État. Et que toutes les dépenses qui sont faites au niveau de la caisse d'avance doivent être justifiées. A posteriori. Voilà. C'est ça la caisse d'avance. Oui. Et lui, il n'est concerné que lors de l'ordonnancement des dépenses simplement. Non, vous savez, quand il y a un ordonnateur de dépenses, dans une mairie, dans une préfecture, etc., si une dépense est faite, c'est parce que l'ordonnateur a ordonné la dépense. Tant que l'ordonnateur n'a pas ordonné la dépense... Et forcément, il est responsable. Celui qui ordonne la dépense, c'est évidemment... Il est responsable comme le comptable public. Tout ça, c'est réglementaire. Merci, le temps passe vite avec vous. Hein? C'est dommage. Merci à Maître Ousmane Seye. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de TLV. À dimanche, Inch'Allah, pour un autre. Merci beaucoup.